Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Kraken. Les 2 dernières semaines ont été particulièrement douloureuses pour les investisseurs avec une chute massive du prix du Bitcoin qui est passé d'un peu plus de 100 000 $ à presque 80 000. Du côté des positions longues, il y a eu plus d'1,5 milliard de dollars de liquidés le 21 novembre. Et d'après JP Morgan, les particuliers spéculant sur la crypto ont été très nombreux à fuir les ETF crypto récemment à un tel point qu'ils seraient les principaux responsables de cette correction. Et cette hypothèse ne semble pas tout à fait impossible puisque de l'autre côté, les plus fortunés continuent souvent de miser sur la crypto. La baleine hyper liquide qui s'est fait 200 millions de dollars en 24 heures il y a quelques temps a fait un nouveau pari, cette fois-ci à la hausse, pour 40 millions de dollars. Geoffrey Kendrick de la banque Standard Chartered, lui, estimait il y a quelques jours que la chute du Bitcoin est terminée et que la fin d'année sera marquée par un rallye qui surprendra les plus pessimistes d'entre nous. De la même manière, Tom Lee, président du conseil d'administration de Bitmain, estime que le Bitcoin remontera au moins au-dessus des 100 000 $ d'ici la fin de l'année et que sa précédente prédiction d'un BTC à 250 000 $ pourrait encore se réaliser en 2026. Et pendant ce temps, à la Fed, la dernière déclaration qui a été faite était un aveu qu'il y a bel et bien la possibilité d'une baisse de taux à court terme, ce qui avait été nié précédemment. Et qui dit baisse de taux dit généralement augmentation du prix des actifs risqués comme la crypto. Donc même si ces derniers jours ont été assez rudes, il y a encore une chance de remonter la pente. On ne peut pas encore être certain que le bull market est fini. Et maintenant, passons à des actualités plus concrètes, avec le jugement du deuxième développeur américain de Samurai Wallet. Alors que Kion Rodriguez avait été condamné à 5 ans de prison il y a quelques semaines, son collègue William Hill a lui été condamné à 4 ans de prison. Une peine un peu plus légère qui s'explique notamment par 2 circonstances considérées comme atténuantes. Son âge de 67 ans actuellement et un diagnostic tout récent indiquant qu'il serait autiste. Pour le coup, je crois que le juge a confondu l'autisme avec la trisomie, parce que bon, sauf erreur de ma part, l'autisme n'empêche pas de comprendre que quand on va crier sur tous les toits qu'on fait du blanchiment d'argent pour des oligarques russes, généralement, on finit par avoir des problèmes. En tout cas, c'est visiblement la fin de cet épisode. Et en parallèle, chez nous, en Europe, comme chaque mois depuis maintenant plus d'1 an, la Banque Centrale Européenne a publié un nouveau message de propagande contre les monnaies stables. J'ai l'impression d'en parler un JT sur 2, mais il faut dire qu'ils sont particulièrement prolifiques. À chaque fois, ils trouvent une nouvelle manière de caler le maximum de vocabulaire catastrophiste possible en un article. D'après eux, les monnaies stables soulèvent des inquiétudes potentielles, même 2 fois d'affilée, elles ont des faiblesses structurelles, des risques, des vulnérabilités, il peut y avoir des pertes de valeur, des fuites de capitaux, et plus effrayant encore, les monnaies stables indexées sur le dollar dominent le marché. Pas de chance pour eux, Halloween c'est déjà terminé. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on aimerait qu'ils comprennent, c'est qu'ils n'auraient pas besoin d'écrire des pavés de pleurniche en 2025 si, au lieu de tout bloquer depuis le début, ils avaient incité, il y a une dizaine d'années, les entreprises européennes à lancer des alternatives fiables et basées sur l'euro. Tandis que les monnaies stables euro viennent tout juste d'apparaître et que leur capitalisation est encore ridicule, en 2017 il y avait déjà l'USDT, qui a par exemple été listé sur Kraken fin mars de cette année. Et puisque j'en ai l'occasion, je vais en profiter pour brièvement parler de notre sponsor de la semaine. Kraken, c'est à titre personnel ma plateforme préférée depuis que j'ai découvert la crypto. Ils ont toujours été réglo, ils ont toujours eu des frais plutôt compétitifs, ils ont aujourd'hui 630 actifs disponibles pour 1383 paires, et en ce moment, ils vous proposent en plus, en partenariat avec le Journal du Coin, une offre spéciale. Si vous utilisez le lien en description pour créer un compte chez eux et que vous y déposez 100 €, vous recevrez un cadeau de 15 €. Alors n'hésitez pas à choisir Kraken si vous avez besoin de créer un compte sur une plateforme d'échange. Maintenant, passons à l'actu suivante avec le crime de la semaine qui concerne, comme la dernière fois, des Russes. Mais celui-ci est plutôt comique. Il y a quelques jours, d'après le média local RIA Novosti, la police de Saint-Pétersbourg a arrêté un jeune chômeur de 21 ans qui avait tenté de voler les bitcoins d'un bureau de change crypto. Pour cela, il est entré dans le bureau de change avec des grenades d'airsoft qui font un peu de bruit mais rien de plus, ainsi qu'un fumigène. Finalement, armé de rien de dangereux, mis à part un excès de confiance en soi, il a demandé à ce qu'on remette dans son portefeuille crypto la totalité de ce qui était en possession du bureau de change. Pas de chance pour lui, la police est arrivée avant que la transaction soit partie. Cet événement qui peut faire sourire est toutefois l'occasion de parler d'un autre sujet qui s'en rapproche, la multiplication récente des bureaux de change crypto et leur utilisation par de nombreuses entités pour blanchir des fonds à une vitesse incroyable et en toute légalité dans certains pays. Ou plutôt pour être exact, en toute absence d'illégalité dans les pays où cette activité n'est ni réglementée ni interdite. C'est ce que le prestigieux Consortium international des journalistes d'investigation nous a présenté dans cet article passionnant qui explique comment ces bureaux de change opèrent. Habitués à créer de nouveaux portefeuilles, parfois tous les jours pour brouiller les pistes, ces intermédiaires font souvent transiter des dizaines de milliers de dollars par transaction et jusqu'à plusieurs millions de dollars par mois. Ils prolifèrent partout dans le monde, à Saint-Pétersbourg mais aussi à Hong Kong, Toronto, Dubaï, et ils offrent notamment leurs services à diverses mafias ainsi qu'aux services secrets russes qui payent apparemment les salaires de leurs espions à travers ces bureaux de change. Alors vraiment, si vous parlez anglais, je vous conseille la lecture de cet article qui est très intéressant.
Cependant, s'il y a bien une question que je me pose, c'est quelle est aujourd'hui la proportion de blanchiment d'argent réalisé à travers ces filières par rapport à tout le blanchiment d'argent qui prend place, par exemple grâce à l'immobilier, aux banques traditionnelles, à l'argent liquide, etc. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que d'après l'UNODC, chaque année, il y a entre 2 et 5% du PIB mondial qui est blanchi, et comme on est à plus de 100 000 milliards de dollars de PIB mondial, le montant total blanchi estimé est à peu près équivalent à la totalité de la capitalisation du marché crypto. Alors bon, c'est gentil de vouloir lutter contre le blanchiment d'argent dans la crypto, on est tous pour que les criminels soient débusqués aussi vite que possible, mais il ne faut pas croire pour autant que la crypto est devenue leur méthode de blanchiment préférée. Même si on imagine une très forte augmentation des montants blanchis à travers ces fameux bureaux de change, il y a des chances qu'on ne touche même pas 1% du total blanchi à l'échelle planétaire. Et un exemple qui prouve que les bureaux de change en manque de régulation ne sont pas nécessairement la menace la plus importante, c'est l'opération Destabilize, qui a permis à l'Agence nationale du crime au Royaume-Uni de démanteler un réseau massif de blanchiment d'argent issu notamment du trafic d'armes et de drogue. Les 128 personnes qui ont été arrêtées envoyaient tout cet argent, notamment vers la Russie, et ils avaient encore plus de 25 millions de livres sterling entre les mains quand la police a débarqué. Et le petit détail qui est amusant, c'est qu'ils se sont visiblement fait arrêter à cause de la crypto, qui a permis de les pister, alors même que leur réseau était également propriétaire d'une banque. Je suis prêt à parier que les montants qui sont passés par leur banque étaient pourtant largement supérieurs à ceux qui sont passés par la blockchain. Mais en l'absence de chiffres, ça n'est que spéculation de ma part. Alors passons au dernier gros sujet de ce JT qui est celui des sociétés de trésorerie crypto. Il fut un temps, pas si lointain que ça, où MicroStrategy était la seule possibilité pour un boursicoteur américain d'investir dans le Bitcoin sans passer par une plateforme d'échange comme Kraken. Et à cette époque, MicroStrategy, qui était en fait la seule option en bourse, avait vraiment un intérêt. Mais est-ce que la situation est toujours la même en 2025 ? Malgré le changement de nom de la société qui est devenue Strategy tout court, le cours de l'action MSTR s'est pris un moins 70% dans les dents en un an et les doutes sur sa viabilité se font de plus en plus nombreux. Déjà, la volatilité du Bitcoin à elle seule fait penser que Saylor pourrait être obligé de tout liquider pour rembourser ses dettes et qu'on pourrait voir Strategy disparaître à tout moment. Mais d'après eux, on est encore loin d'y arriver. D'après la dernière mise à jour de leur tableau de bord, ils auraient toujours de quoi payer 2 fois leur dette avec un Bitcoin redescendu à 25 000 $ l'unité. En tout cas, concrètement, il y a un premier danger qui est celui du prix du Bitcoin, sur lequel on peut se poser des questions. D'une part à cause du prix d'achat moyen de Strategy qui augmente un petit peu avec chaque jour qui passe, et d'autre part à cause de la concurrence accrue avec les autres cryptos et la perte d'importance du Bitcoin sur lequel la DeFi n'a aucune chance de vraiment se développer. Ensuite, la deuxième menace est celle des ennemis que les sociétés comme Strategy se sont faites en osant exister. Maintenant que les banques et autres institutionnels s'intéressent à la crypto, ils ne tolèrent pas que quelqu'un d'autre soit présent sur les plates-bandes qu'ils comptent s'approprier, et c'est ce qu'on a pu voir par exemple avec la dernière petite manœuvre de JP Morgan. En effet, la célèbre banque a fait 2 annonces en même temps tout récemment. La première, c'est qu'ils vont lister un nouveau produit en bourse et qu'il s'agit de produits synthétiques à effet de levier basés sur la crypto, qui seront finalement très similaires aux jetons à effet de levier de FTX pour ceux qui s'en rappellent. Et la deuxième annonce, c'est que d'après JP Morgan, d'ici le 15 janvier, MSCI pourrait prendre la décision d'exclure Strategy de ses indices boursiers. D'un côté, ils lancent un nouveau produit et de l'autre, ils prédisent un facteur d'effondrement d'un concurrent. Pas très subtil, mais en tout cas il faut retenir une chose, c'est que JP Morgan et bien d'autres comme eux vont dépenser beaucoup d'argent à mettre des bâtons dans les roues aux sociétés de trésorerie crypto comme Strategy. Et enfin, il faut surtout parler de la troisième et dernière raison de se poser des questions sur la viabilité de ces sociétés qui est structurelle. Car d'un côté, leur mode de fonctionnement fait qu'elles sont plus ou moins vouées à l'échec sur le long terme, et d'un autre côté, elles n'ont peut-être plus vraiment de raison d'exister en 2025. Pour ce qui est de leur mode de fonctionnement, Matt Hogan de Bitwise a présenté son analyse sur X et elle permet de mieux comprendre à quoi ressemble l'avenir des sociétés DAT. À cause de leurs contraintes structurelles et de la manière dont elles financent leurs activités, il est fort probable que la majorité d'entre elles voient leur capitalisation passer en dessous de la valeur des actifs qu'elles possèdent. Leur business model n'est pas vraiment viable. Et de plus, leur survie est d'autant plus incertaine maintenant que les ETF crypto existent. Car ces derniers permettent, tout comme les sociétés DAT, d'investir dans la crypto à travers la bourse, mais sans avoir un seul des problèmes dont souffrent les sociétés à DAT. D'après Nate Geraci de l'ETF Institute, l'existence de sociétés comme Strategy résulte tout simplement du manque de réglementation qu'il y avait autrefois. Et d'après Michael Hubbard de Sol Strategies, les ETF de staking vont les dévorer vivantes. En résumé, l'avenir de ces sociétés n'a pas l'air particulièrement glorieux, même s'il pourrait tout à fait y avoir une ou deux exceptions dont Strategy pourrait faire partie. L'avenir nous le dira. Et en attendant d'entendre la réponse, nous allons donc passer au dernier sujet de la semaine qui concerne l'annonce précédente d'Éric Larchevêque, le célèbre cofondateur de Ledger. Vendredi dernier, il avait publié sur Twitter ce message au parfum très prononcé de clickbait. Il disait s'apprêter à faire une annonce sans précédent, que personne n'a deviné, qui ne laissera personne indifférent, que ses proches semblaient considérer comme explosive.
Cette annonce, c'était le 24 novembre, et si vous n'avez rien entendu, c'est normal. En fait, c'était juste une société de trésorerie crypto qui va aussi faire du lobbying et puis organiser des clubs auxquels l'accès sera possible en payant un abonnement. Et du coup, la plupart des gens, et moi y compris, sont restés totalement indifférents à l'apparition de cette soi-disant Bitcoin Society. En fait, la seule chose qui suscite la moindre émotion chez moi, c'est le message qu'il a publié sur Twitter qui me paraît désormais aussi détestable que les pires publicités mensongères que j'ai vues de toute ma vie. Alors je vais vous quitter pour aujourd'hui et j'espère que la semaine prochaine sera un peu plus intéressante. Bonne fin de journée, bonne semaine et à bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.